François Bon, Balzac roman. Aujourd'hui, juste partir sur un petit problème, une énigme littéraire. Ouais, mais des fois, tu passes tes pleines journées. Il suffit d'un tout petit détail comme ça, et hop, ça monte, et puis tu passes d'un livre à l'autre, tu montes, tu passes d'un commentateur à l'autre. T'écris à un ami du Québec, là, sur Mastodon, pof, le minute d'après, il te renvoie sa théorie. Salut, Benoît Melançon. Il s'agissait de quoi? Ben, il s'agissait pas du tout de Balzac. J'étais parti dans Blaise Cendrars. Alors, vous savez que cette série chez De Noël, elle est complète, beaucoup plus que les Pléiades, qui sont toujours un petit peu des compiles là, sur les livres autobiographiques, alors que là, on a vraiment, par exemple, Bourlinguet. Qu'est-ce que c'est? On peut pas se passer du moindre détail dans un livre comme ça. Claude Leroy, donc, qui est aussi l'éditeur là, des Pléiades autobiographiques, avait pu rassembler, parce que justement il s'agissait d'une œuvre complète. Alors, est-ce que c'est des textes qui n'ont pas leur place ailleurs? Mais oui, mais simplement ça permet là, aujourd'hui, une espèce de traversée verticale de l'œuvre de tout début. Ces textes sur le cinéma, justement, c'était pour un atelier d'écriture. Peut-être vous avez vu la vidéo que j'avais réouvert ce texte-là de 1917 sur le cinéma comme tourbillon, et un truc magnifique. Il y a aussi son éloge de la vie dangereuse avec ce texte sur J'ai tué. Qu'est-ce qui vous hante après la guerre pour ce que vous avez vous-même commis, sinon vous ne seriez pas en vie. Il y a ces textes sur la publicité. Et donc finalement, ce titre aujourd'hui, à cause d'un texte là encore fantastique de Cendrars qui s'appelle Le Profond aujourd'hui, sur la pensée scientifique et l'excès en nous que représente la pensée du monde dès lors qu'on regarde la nuit et ses étoiles ou les tout petits microcosmes. Il y a quelque chose là aussi de Rabelais. Et tout à la fin du livre, il y a c'est 2 pages, un peu plus de 2 pages et demie sur une enquête. Vous savez, ces questions un peu idiotes que proposent en général justement ces périodes-là, début d'été, là quand ils font leurs numéros spéciaux, on pose des questions. Alors c'était une sorte de questionnaire envoyé par la Gazette des Lettres, ça n'existe plus ce machin-là, à un certain nombre d'écrivains, avec chacun devant s'exprimer sur la même question: le roman que je n'écrirai jamais. C'est un texte pour moi totalement vertigineux parce qu'il ouvre. Cendrars dit qu'il a toujours voulu écrire 33 livres, et qu'il en a fait la liste dès 1914, et que par exemple quand en 1948 il publie La main coupée, il avait totalement oublié que ce livre était déjà dans sa liste écrite 30 ans plus tôt. Et il remâche comme ça toutes ces idées de titres, d'intuition et les thèmes interdits. Et Balzac, tout d'un coup, revient ici. Alors, il y a des choses même que Cendrars probablement ne sait pas, parce qu'il parle du manuel de la bibliographie des livres jamais publiés ni même écrits. Et moi, vous savez, j'avais fait aussi une incursion dans la série de ces vidéos sur Étienne Becquet. Ce Étienne Becquet qui était un ami de Balzac et de pas mal d'autres, qui est mort dans une misère incroyable. Mais c'est un gars qui a écrit, il a écrit un livre à un moment, mais sinon c'était celui qui parlait toujours de livres possibles à faire, et Balzac le décrit comme fictivement comme Étienne Becquet, qui a publié 3 volumes de titres à faire, et c'était ça qui m'avait mis la puce à l'oreille. Et là, Cendrars est typiquement dans les mêmes zones. Il parle par exemple pour Balzac, j'intitulerai volontiers Manuel de la bibliographie des livres jamais publiés ni même écrits, qui ouvrirait des horizons nouveaux sur la chose littéraire en fixant pour chaque auteur ses thèmes interdits, et plus particulièrement pour Balzac les 2-3 grands sujets qu'il n'a jamais pu aborder sans que son génie vienne s'y fracasser, s'échouer, se perdre. Exemple, la bataille
dont jamais Balzac n'a écrit une ligne, Les Paysans, livre qu'il a recommencé une dizaine de fois et dont le gros volume publié est raté, etc. Alors tant pis pour le etc. parce que nous on reste sur notre fin, mais c'est ce qui est fantastique, c'est l'aperçu de Sandrard. Oui, Balzac laisse des livres inachevés, des livres en projet. Est-ce qu'on peut avancer les projets qu'on réalise, les projets qui sont pour nous les plus importants, les plus obsessifs? Et ça, évidemment, Balzac on fonctionne comme ça. Et la liste des livres projetés et non réalisés par Balzac fait organiquement partie de la comédie humaine. Et c'est par ce bout-là que Sandrard, justement, nous attrape Balzac. Et dans ce même texte juste avant, il est sur un autre point, c'est-à-dire comment surgissent en nous les intuitions ou les aspirations ou les envies de livres. Et justement pour lui, le fait que ça commence par des titres. Je pourrais donner des titres. À quoi bon? J'en oublie et j'en invente tous les jours. Toujours le syndrome Étienne Becquet. De même que tous les jours, je mène un roman à bout et en amorce 1000 autres qui m'obsèdent durant des années et qui prolifèrent dans tous les sens ou se dégonflent et crèvent sur le cou et se vident de toute substance. Et Sandrard, c'est une question, une problématique, vous savez, qui m'est proche. Balzac est mort à 52 ans. N'est-ce pas ce qu'entendait Balzac en qualifiant de congestion de lumière, plutôt que de paresse, d'enflure ou de paralysie, ce grouillement de larves et d'avortons qui ne voient jamais le jour et qui peuvent saccager le cerveau de l'écrivain comme le cancer. Bon, alors là, le Sandrard, il est égal à lui-même, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est-à-dire ce grouillement de larves et d'avortons. Ah oui, mais quand tu médites comme ça, quand un titre, une intuition passe, est-ce que tu as le droit de dire grouillement de larves et d'avortons? Ben ça, c'est Sandrard, qui ne voit jamais le jour et qui peuvent saccager le cerveau de l'écrivain. C'est-à-dire, et là justement, on retrouve Étienne Becquet. Tu es tellement dans la conversation, tu es tellement dans l'idée des titres que tu ne réalises rien. Balzac a quand même réalisé, lourd comme Sandrard aussi. Il reste cette phrase, c'est là moi j'ai tiqué, il la met en italique, n'est-ce pas ce qu'entendait Balzac en qualifiant, italique, de congestion de lumière? Et là, évidemment, mon premier réflexe, j'ouvre là ma version numérique, les œuvres complètes de Balzac, et je cherche congestion de lumière. Bon, 0 résultat. J'ai cherché congestion. Alors congestion, tu trouves, parce que la congestion cérébrale, c'est la mort subite, pas la mort subite du nourrisson, la mort subite de trop de pensées. Alors ça, on a plusieurs occurrences chez Balzac. J'ai cherché aussi à lumière. Et finalement, là, on trouve une magnifique suite de phrases sur la question de la lumière dans Balzac. Mais congestion de lumière, non. Alors, justement, petit message mastodon à l'ami Benoît Melançon, parce qu'en cherchant ça, j'ai trouvé que il y a eu une revue qui s'intitule Les Neveux de Voltaire, sous la direction de Benoît Melançon, qui est un grand 18e, qui avait accueilli Claude Leroy, et Claude Leroy, justement, fait un article sur Sandrard et Balzac. Je ne l'ai pas encore, cet article. Alors, Melançon, il me dit, oui, mais cette expression, elle est aussi dans Bourlinguer. C'est-à-dire que là, oui, ce texte, c'est de 1951, tu remontes à 1948, et tu trouves effectivement dans Bourlinguer, dans une sorte de discours fou, c'est dans Paris, le port du monde, l'expression, comme Balzac avait écrit, congestion de lumière, et Claude Leroy, dans cet article, dit que Balzac, vraisemblablement, fait référence à Splendeur des courtisanes, le passage du suicide de Lucien de Rubempré. Et il donne la Pléiade, tome 6, page 793. Alors allons-y. À la hauteur où Lucien se trouvait, son regard prenait en écharpe cette galerie et les détails du corps de logis qui réunit la tour d'argent à la tour Bombec. Il voyait les toits pointus des 2 tours. Il resta
tout ébahi. Son suicide fut retardé par son admiration. Ça, je m'en souvenais, évidemment. Aujourd'hui, les phénomènes de l'hallucination sont si bien admis par la médecine que ce mirage de nos sens, cette étrange faculté de notre esprit, n'est plus contestable. L'homme, sous la pression d'un sentiment arrivé au point d'être une monomanie à cause de son intensité, se trouve souvent dans la situation où le plonge l'opium, le hashish et le protoxyde d'azote. Alors apparaissent les spectres, les fantômes. Alors les rêves prennent du corps. Les choses détruites revivent alors dans leurs conditions premières. Ce qui, dans le cerveau, n'était qu'une idée, devient une création animée ou une création vivante. La science est à croire aujourd'hui que, sous l'effort des passions à leur paroxysme, le cerveau s'injecte de sang et que cette congestion produit les jeux effrayants du rêve dans l'état de veille, tant on répugne à considérer la pensée comme une force vive et génératrice. Mon ami Marcello Vitali Rosati, tiens, encore référence à l'Université de Montréal, dirait, lui, toute pensée est matérielle. Marcello, balsacien sans le savoir. Lucien vit le palais dans toute sa splendeur primitive. Et oui, tu as le mot congestion, tu as le phénomène décrit là que reprend, mais tu n'as pas congestion de lumière. Alors là, c'est là où moi je fais appel là, à vous toutes et vous tous. Alors, avançons. Congestion de lumière, tu mets entre guillemets, tu cherches le truc, c'est une expression de Eliphas Lévi. Alors Eliphas Lévi, c'est le mage, cette littérature du 19e, que Balzac connaissait évidemment, même si Eliphas Lévi c'est plus tardif. Et cette expression d'Eliphas Lévi, elle, a fait florès, c'est-à-dire que tous les gens qui parlent d'Eliphas Lévi reprennent son expression congestion de lumière. Mais Balzac, lui, ne l'a jamais employé. J'allais dire, et pour cause. Alors là, ce petit mystère fait que j'ai repris ce texte. Alors là, bon, lui, je savais l'existence. Dans ce volume-là, aujourd'hui, Claude Leroy a rassemblé les textes de Sandrard sur la question même de la poésie. Et ça dégage. Il y a son texte aussi sur François Villon. Magnifique. Et puis, un texte que pour moi était peut-être un peu secondaire, c'était un texte de commande, là encore, un texte de circonstance, Paris par Balzac. C'est presque même un point de vue renversé par rapport à celui de Michel Butor. Et c'est un article consistant, ça fait ça fait 8 pages. À l'intérieur, il y a une grosse variation sur Radiguet, c'est le diable au corps. Et tu t'aperçois que finalement le thème que va prendre ensuite Sandrard, ce n'est pas du tout Paris, comme Michel Butor, lui, s'occupe réellement de Paris saisi ou fabriqué par Balzac. Mais c'est un texte sur la transmission. C'est-à-dire que pour lui, Sandrard, il n'y a pas écriture sans Balzac comme médiation de ce qu'on reçoit, et que Radiguet, finalement, sa place dans ce texte, c'est quand même pour ce type mort tellement trop tôt, et qui laisse juste là 2 bouquins. Oui, mais il y a le diable au corps, cette espèce de phénomène météore. Qu'est-ce qu'il y avait sous le météore? Il y avait quand même Balzac reçu et Balzac transmis. Alors, j'y vais. On va juste se le regarder ensemble. Pourquoi vouloir mettre de l'ordre dans le prodigieux désordre de la création de Balzac? C'est-à-dire que l'art de Sandrard, comme là dans son texte, le roman que je n'écrirai jamais, et
49, ouais, c'est pas si loin, c'est deux textes écrits à 2 ans de distance. Donc juste là, dans le grand bouleversement de l'après-Bourlinguer, qui est probablement son plus grand livre, mais on n'est pas là pour émettre de telles choses. Avant ce grand final éclaté qui s'appelle le lotissement du ciel, avec tout comme une espèce de feu d'artifice, mais plus rien qui relie les différents éléments. Mais peut-être justement, là, si on prend cette phrase, pourquoi vouloir mettre de l'ordre dans le prodigieux désordre de la création de Balzac? Pourquoi vouloir mettre de l'ordre dans un livre? Et que peut-être le lotissement du ciel, ce serait ça, accepter le livre en tant que désordre. Balzac lui-même remaniait sans cesse la distribution de ses ouvrages, leur catalogue, leur classement, dans l'ensemble de la comédie humaine, sous la pression de son génie en ébullition et de ses besoins d'argent, de ses vues philosophiques du moment, de ses transes de visionnaire, de sa tâche quotidienne surhumaine d'homme de lettres criblé de dettes, traqué par les engagements pris chez les éditeurs, à la merci de ses... Bon, là, c'est la masse, disons, de l'image la plus traditionnellement reçue de Balzac. Et la tête et le cœur pleins de rêves d'avenir, d'un amour très précis et de la richesse fabuleuse. Bon, allez, Sandra, là, tu vois, il appuie le bouton à faire de la phrase, et bon, ça fait de belles phrases puisque tu es Sandra. Mais là, mais par contre, il y a cette ouverture. Pourquoi vouloir mettre de l'ordre dans le prodigieux désordre de la création de Balzac? Laissons passer ça. Il faut lire les œuvres de Balzac pêle-mêle, comme il les a écrites au jour le jour et dans la fièvre. Et là, tout d'un coup, non, t'es plus dans le cliché. Il faut lire les œuvres de Balzac pêle-mêle. Pour moi, c'est ce qui relie aussi Balzac à Maupassant. Ça n'a rien à voir. Mais les nouvelles de Maupassant, c'est-à-dire tu t'en cherches une, t'as un vague souvenir, tu sais plus laquelle c'est, tu reprends les 2 Pléiades avec l'intégrale des nouvelles, et puis parfois tu tombes sur une autre, et puis ça y est. Puis 3 fois, 4 fois par an, tu as repris ton Maupassant, et puis t'es parti, même si maintenant c'est aussi ça aussi via mon Kindle plutôt, et puis d'une nouvelle t'es parti sur une autre, et t'as lu 5, 6, 8 nouvelles de Maupassant sur les 200, et tu recommenceras dans 3 mois, et ce sera plus du tout. C'est-à-dire, tu ouvres toujours par un point donné, et ce point donné te fait une sorte de parcours erratique dans Maupassant, qui, en même temps, est l'image globale de Maupassant. Quand tu relis Balzac, par quoi tu as une idée précise de départ de ce que tu as envie de relire. C'est dangereux. Pourquoi je fais ce projet Balzac roman? Parce que depuis le début, ça nous amène à relire. Ouais, Ursule Mirouet, je la relis tout le temps. Mais Modeste Mignon, je l'avais pas relu depuis des lustres. Ou Albert Savarus. Pourquoi je serais revenu à Albert Savarus? Et pourtant, qu'est-ce qu'on y trouve notre compte à s'écarter? Et ce pêle-mêle, il est peut-être justement se laisser attraper par une force qui se ramène toujours centripète, qui te ramènerait, oui, au centre de Balzac, mais ne t'emmènerait pas justement vers l'arbitraire, à se dire, tiens, si, allons voir Albert Savarus, comme il les a écrites au jour le jour et dans la fièvre, sinon leur pathétique risque de nous échapper, car ce ne sont livres de documentation, considérations, dissertations, thèses faits à coups de notes et carnets, comme chez Zola, mais création continue en aveugle. La lutte de l'écrivain avec la matière, de l'homme avec son destin, son désir, sa force, sa passion, son impuissance, sa mort. Alors, toujours Sandra, dès qu'il y a accumulation, là, il y a encore cette force centripète qui ramène au cliché, la lutte de l'écrivain avec la matière, de l'homme avec son destin, son désir, sa force, sa passion, son impuissance, sa mort. Là oui, pour moi je retiens pas, mais livres qui collent à la peau moite de leur auteur. Et à ma connaissance, c'est la seule occurrence où on vient toucher la peau de Balzac. Ouais, peut-être Rodin quand il travaille avec le cul de son charretier d'Azel Rideau pour faire sa grande sculpture. Là, livres qui collent à la peau moite de leur auteur. Et tout d'un coup, quand t'es collé toi à la peau de Balzac, et c'est ainsi que j'ai lu Balzac, en désordre,
une dizaine de fois la comédie humaine de bout en bout. Et toi, tu as lu combien de fois la comédie humaine? Je sais le dénombrer pour Proust. Je dois en être à mon 5e tour complet de Proust. Et là, je me dis, avec les heures d'été qui arrivent, comme ça va faire du bien cet été, de reprendre un petit coup de Marcel Proust et de recherche du temps perdu. J'ai même envie de retourner à Illier-Combray, voir. C'est quand même comment ils ont refait là, ce musée, là, cette maison de la tante Léonie. Et lui, Proust, combien de fois il avait lu et relu Balzac? Moi, je l'ai relu, mais j'ai jamais pensé lire la comédie humaine de bout en bout. Ouais, probablement, ça doit être 3 fois, ça doit être 4 fois. Est-ce que c'est 10 fois? Non, Saint-Simon, j'en suis à 3. Proust, ouais, largement ça. Mais, et à différentes époques de ma vie et des dizaines de fois certains romans. Et là, tout d'un coup, je m'y retrouve mieux. Oui, il y a certains romans qui deviennent des romans pivots, et ceux-là, tu les as lus et lus. Et alors, c'est comment chez Sandrard? Une dizaine de fois la comédie humaine de bout en bout, et à différentes époques de ma vie, et des dizaines de fois certains romans qui me tombaient par hasard entre les mains dans les pays les plus différents du monde. Qu'est-ce que je fais, moi, depuis 3-4 mois? Je regarde des boîtes de lecture, vous savez, les boîtes à livres là qu'on a dans tous nos petits recoins de rue. Bah ouais, c'est ça, le destin du livre. Maintenant, j'ai toujours, s'il y a un Balzac, je vais le sauver. Ou chez les bouquinistes, j'ai racheté des vieux Balzac chez des bouquinistes qui valent rien, mais juste comme ça, là, cette idée-là, qui me tombait par hasard entre les mains. Et tu vois, tu tombes sur une phrase comme ça, chez Sandrard, tu te dis, ouais, ça, là, c'est important, ça, c'est bien. Dans les pays les plus différents du monde, des tomes dépareillés, car on trouve du Balzac sur toute la surface de la planète. Non mais franchement, avouez que ça vaut le coup de lire mes vidéos, cette phrase, car on trouve du Balzac sur toute la surface de la planète. Eh, vous vous en souvenez? Bah non, c'est ça vaut le coup, là, qu'on le fasse ensemble, traduit qu'il est comme la Bible en toutes les langues du globe. Eh ouais, Dostoïevski aussi a traduit Balzac. De cette lecture désordonnée m'est resté le souvenir d'avoir pénétré le plus avant possible dans un monde mystérieusement familier, dont je confondrais toujours les 1001 personnages, les aventures, les épisodes, et je reste ébloui de ce grouillement d'êtres dans le brouillard, ébloui de ce grouillement d'êtres dans le brouillard, sous la pluie de Paris. Là encore, tu te dis, tiens, si donc, il y a tant de pluie que ça. Oui, si je vais regarder, là, pareil, dans mon Kindle, où j'ai un EPUB avec tout, les 80 maigrets, si je cherche Simenon la pluie, ou Modiano, pareil, j'ai un EPUB avec les 34 romans de Modiano, et je peux chercher la pluie, mais j'avais jamais remarqué qu'il pleuvait tant dans Balzac, et pourtant, lui, là, Sandrard, c'est ça là où il nous emmène. Et je reste ébloui de ce grouillement d'êtres dans le brouillard, sous la pluie de Paris. Ce qui veut dire quelque chose. Ce qui veut dire que quand Paris accède à son expression par Balzac dans la comédie humaine, alors la ville intervient dans l'économie du livre comme une pluie. La ville devient pluie pour entrer et traverser la page d'écriture. C'est ça qu'il nous dit, Sandrard. Et là, tu trouves ton compte de cette diversité de têtes grimaçantes dans les tripots, dans les salons, dans les entresols, dans les mansardes de Paris, dans les nobles hôtels du faubourg. Personnages qui ont tous un air de famille, qui n'est pas dû à l'éclairage aux bougies, ni à la mode de l'époque, mais à l'usure des mêmes passions qui les agitent, des mêmes tics qui les tiraillent. Je ne vais pas tout vous le lire, je vais vous le mettre en fichier là dans le dossier, parce que c'est un vrai trésor, ce texte, promis. Là, j'en fais une mise en page, celui-ci, et le texte là sur le roman que je n'écrirai jamais. Mais il y a la question de la géographie. Dissocier cette société française en économiste, en banquier, et la répartir selon une nouvelle géographie. Je reprends. 1 million de détails vrais qui lui permettent d'apparenter ces êtres d'une façon inattendue, de les classer en physiologiste, en psychologue, de les observer en médecin, en psychiatre, de dissocier
cette société française en économiste, en banquier, et de la répartir selon une nouvelle géographie sociale. Et là, tu te dis, ouais, Sandra, mais comment tu comprends Balzac, non pas en lecteur, mais parce que toi-même, tu as besoin de cette médiation pour savoir il se passe quoi dans mes livres et dans le fait que mes livres, à moi, sont inconnus, se révèlent en tant qu'inconnus à moi quand j'avance et n'obéissent à aucune loi raisonnable de ce qu'on peut proférer sur ce qu'est composer un livre. Balzac n'est pas un précurseur, il est le créateur du monde moderne. C'est pourquoi, et là il y va lourd, vous allez voir, c'est pourquoi tout jeune auteur d'aujourd'hui doit passer par lui. Plus j'avance dans mes écritures, au pluriel, plus je me rends compte combien j'ai subi son empreinte. Plus j'avance dans mes écritures, plus je me rends compte combien j'ai subi son empreinte. Un garçon de 15 ans qui s'appelait Paul Bourget entra un jour dans un cabinet de lecture et y demanda le premier tome du Père Goriot. Il était 1h quand il commença de le lire. Il en était 7 quand le jeune Paul se retrouva sur le trottoir, ayant achevé l'ouvrage entier. L'hallucination de cette lecture avait été si forte, écrit Bourget, que je trébuchais. L'intensité du rêve où m'avait plongé Balzac produisit en moi des effets analogues à ceux de l'alcool ou de l'opium. Je demeurai quelques minutes à apprendre la réalité des choses autour de moi et ma pauvre réalité. La première fois que je lis une phrase de Paul Bourget. Moi, dit Sandra, retour. Alors, vous, c'est quand la première fois que vous avez lu Balzac? Moi, je m'en suis expliqué pour moi-même. Moi, j'avais 10 ans quand cette porte me fut ouverte, qui donnait sur ce monde hallucinatoire, qui me troubla la cervelle. Et Sandra continue. Comprendre ce qu'est Balzac pour soi-même au présent, c'est faire l'archéologie de son propre chemin dans Balzac. Donc de revenir traverser la première occurrence, comme ce qu'il vient de nous décrire pour Paul Bourget. Ma chance fut de me trouver à 15 ans en Chine. Alors, vous savez, le rôle de la fiction de soi-même pour celui qui fabrique Blaise Cendrars. Ma chance fut de me trouver à 15 ans en Chine, tu parles, et de me complaire dans un monde qui ne m'était pas familier du tout et qui de jour en jour se faisait de plus en plus étrange. Et là, oui, là, ça devient tout le monde. C'est-à-dire, tu fabriques la fiction de toi-même en Chine à 15 ans. Évidemment, Sandra, il était encore en Suisse à l'époque. Et il ne s'appelait pas encore Sandra. Mais une fois que tu as fait là cette dissociation, c'est-à-dire ce mot dissocié que je prends très au sérieux chez Sandra, me complaire dans un monde qui ne m'était pas familier du tout, et tout d'un coup tu as cette phrase qui, elle, devient littérature, et qui de jour en jour se faisait plus étrange au fur et à mesure que j'y pénétrais plus avant, mais qui n'était pas le monde d'un auteur, ce qui me donnait l'illusion de ne pas en faire partie, malgré mes avatars. Il vous dit, bon, je triche, ouais, mais vous le savez que je triche. C'est mes avatars. Et la dèche que je battais de m'y conduire de façon absurde et irresponsable, etc. Un souvenir autobiographique. Alors celui-ci, est-ce qu'il est plus réel? Ce 1er septembre 1897, quand mon père, arrivant de Paris à Naples, relisez Naples dans L'Homme foudroyé ou dans Bourlinguer d'Equian, tout ce passage sur Naples, c'est tellement central, débarqua un train de caisses immenses qu'il ouvrit un continent. J'avais 10 ans. Ces caisses contenaient tout un ménage, des batteries de cuisine émaillées de bleu, de la vaisselle, des robes, des tapis arabes, des rideaux, du linge, une gigantesque lampe à suspension. Et vous voyez, est-ce que c'est Balzac qui nous apprend à se servir de tout ça comme création d'un monde, ou est-ce que parce que c'est que tu as lu Balzac, que tu es capable d'ouvrir ton propre monde, un souvenir d'enfance à 10 ans, et d'en trouver là son surgissement langagier,
des tapis arabes, des rideaux, du linge, une gigantesque lampe à suspension, des articles de Paris, de haute fantaisie, des chapeaux et des plumes pour maman, des poupées et joujoux pour ma sœur et mon frère, et la plus petite contenait les œuvres complètes de Balzac que papa s'était payé, je crois, chez Calment-Lévy, je crois. Relié toile gris perle, le plat du cartonnage rehaussé d'un médaillon de Balzac lauré, chaque tome portant ce titre prestigieux, la comédie humaine. Et comme je me penchais sur cette dernière caisse, tendant déjà la main pour m'emparer au hasard d'un volume, mon père me saisit à la Suisse par les oreilles, me soulevant jusqu'au plafond et me secouant, et s'écria « Tu ne vas pas me chipper mon Balzac, sacripant, ce n'est pas pour toi !» En me reposant sur le sol, il sortit de sa poche un petit volume à 60 centimes de la collection de chez Flammarion, Les filles du feu de Gérard de Nerval, qu'il avait lu en chemin de fer et dont la tranche était déchiquetée en dentelle, car il avait coupé les pages avec son gros doigt. « Tu vois que je ne t'ai pas oublié, mon petit. C'est le cadeau que je te fais pour ton anniversaire, dit-il, mais que je ne t'y prenne pas à lire Balzac, sinon, gare. » Eh ouais, comment tu veux faire autrement pour qu'un gamin lise Balzac? Tous les jours, dans chaque train, il y a des jeunes gens qui viennent conquérir Paris, et cela depuis Balzac, depuis 100 ans, un courant ininterrompu, un courant de rêve et de puissance, qui a drainé plus d'hommes et de bonne volonté que de bateaux l'œuvre de Lesseps à Suez, à Panama. Voilà, Sandra, sur Balzac. Et c'est ainsi que se transmet de génération en génération le flambeau allumé au génie de Balzac, le plus grand génie moderne. Alors si quelqu'un parmi vous trouve dans la correspondance, vous croyez que ça fait 3-4 jours là que je suis pas en train de chercher l'expression congestion de lumière, on ouvrira une nouvelle trappe. Mais dans cette question de désordre, d'ouverture, de pêle-mêle, des embryons de titres venus comme non réalisables ou jamais réalisés, ouais, il se joue quelque chose dans l'approche de Sandra qui est parfaitement et qui reste parfaitement singulier dans toute la littérature balzacienne. Et croyez que j'en accumule, et on continue.